Nous allons maintenant parler insertion en validant le nouveau pacte territorial pour l'insertion en session plénière le 16 octobre dernier. Les élus départementaux ont donné un nouvel élan à ce plan important de l'action départementale. Dans cette séquence, nous allons faire un focus sur les mesures qui visent à décloisonner les pratiques et à ne pas se limiter, comme le disait le président tout à l'heure, à des actions d'assistanat. Pour parler de ces sujets, je vous demande d'accueillir Perrine Forzy, Benjamin Mendy et Arnaud Pin. Merci de les accueillir tous les trois, s'il vous plaît. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous ce matin pour échanger sur ces sujets. Perrine Forzy, l'accès à l'emploi des personnes les plus fragiles, évidemment, c'est un enjeu majeur pour le département et pour ses élus. On le disait, le département a signé récemment un pacte territorial pour l'insertion qui va de 2017 à 2020. La question est simple, la réponse demande évidemment un petit peu de temps. C'est pourquoi ce nouveau pacte ? Avec 13 000 bénéficiaires du revenu de solidarité active et un budget de 87 millions d'euros consacré par le département à l'inclusion et à l'aide sociale, il va sans dire que l'accompagnement vers l'emploi des bénéficiaires de ce dispositif est un atout, un enjeu majeur pour le département. On a considéré que les dispositifs qui existaient n'était pas en fait suffisant ni en nombre ni en nature par rapport à l'enjeu de ce retour vers l'emploi pour les bénéficiaires. Pour illustrer ce propos, 55% des foyers bénéficiaires du RSA aujourd'hui sont dans le dispositif depuis plus de 3 ans. Donc l'idée du département, c'est en fait de revoir en fait les conventions que nous avons avec les organismes qui les accompagnent. Alors, l'enjeu global, évidemment, c'est de faciliter l'accès à l'emploi, de davantage de rois qui sont en situation de volonté d'insertion. Il y a d'un côté l'augmentation du nombre de personnes accompagnées, ça c'est un premier volet, mais ce n'est pas le seul, il y en a plusieurs qu'on va décliner. Tout à fait. Donc dès l'année 2017, nous avons créé 880 places d'accompagnement supplémentaires par rapport au passé, c'est-à-dire en fait pas loin de 40% d'accompagnement supplémentaire et donc ça porte à 3181 exactement 3181 personnes nouvellement accompagnées par les équipes qui travaillent pour les départements et surtout pour ces bénéficiaires. Nous avons en fait à côté des accompagnements qu'on appelle les accompagnements de base, des accompagnements de pré-professionnalisation, nous avons créé 2 nouveaux dispositifs. Nous avons ciblé en fait les personnes de moins de 35 ans et notamment en fait les jeunes que nous avons suivis dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et pour lequel en fait nous avons un devoir tout particulier. Donc un dispositif beaucoup plus intensif pour les moins de 35 ans et un autre dispositif important parce qu'il y a un certain nombre de ces bénéficiaires, de ces personnes qui n'ont d'autres ressources que le RSA, ont en fait des problématiques relatives à la santé. Et donc, il est important de les accompagner pour qu'ils puissent, en fait, être dans un état de santé suffisant pour pouvoir retrouver un emploi. Donc, ce dispositif que nous avons appelé le dispositif santé, je vous dois le nom peut-être. Action Santé. Action Santé, voilà, je vous remercie. Est un accompagnement sur 3 mois qui peut être renouvelé une fois si nécessaire, et où en fait les équipes accompagnent ces personnes pour des questions en fait problématiques dentaires, de vue, ou d'ouïe ou bien d'autres encore. D'accord. Donc on a au-delà des accompagnements dits de base, des accompagnements spécifiques. Mais quand on parle d'insertion, il y a aussi cette nécessité de rapprocher à la fois le social et l'entreprise. Et ça, c'est un des volets également sur lequel vous travaillez avec des nouveaux outils, je crois. Tout à fait. Alors, on a beaucoup parlé d'économie tout à l'heure. Maintenant, on parle d'insertion. Mais il est temps de rapprocher ces 2 mondes que sont le monde de l'insertion et le monde économique. Les deux parties ont tout à gagner. Et donc, ce pacte d'inclusion active a été travaillé avec notamment les chambres consulaires et on a en fait fixé un certain nombre d'axes particuliers. J'insiste sur le fait de la
la co-construction. C'était en fait quelque chose de relativement nouveau et auquel le département a voulu vraiment mettre un point d'orgue. Donc on aura l'occasion probablement d'en reparler encore tout à l'heure, mais nous avons en fait prévu une grande action autour de la mobilité en 2018. Il y a un appel à projet qui va être lancé. L'idée, c'est en fait, pour pouvoir aller à l'emploi, il faut pouvoir en fait aller vers l'emploi ou aller vers la formation. Le département a vraiment un souci d'équité territoriale parce qu'il existe aujourd'hui des accompagnements, des solutions pour une partie des Eurois, mais pas en fait sur l'ensemble du territoire. Donc l'idée, c'est que en quelques lieux du département de l'Air que ce soit, des personnes qui en ont besoin puissent, par exemple, avoir accès à un prêt de voiture, à un prêt de vélo électrique, pouvoir en fait avoir accès à une auto-école sociale ou à un garage social. Et pour ce faire aussi, en fait, que chaque bénéficiaire du RSA bénéficie systématiquement d'un diagnostic mobilité. Alors, il y a aussi une convention que nous avons passée avec la région, normalement, non, enfin, plus spécifiquement, puisqu'elle est responsable de la formation. C'est en fait que nos bénéficiaires du RSA puissent bénéficier de formations qui soient en fait spécifiquement pour elles et aussi en rapport avec les besoins des entrepreneurs. Parce que le principe premier, on l'a dit tout à l'heure, de ce pacte, c'est de rapprocher le monde de l'insertion du monde économique. Il y a trop d'emplois aujourd'hui. Vous aurez l'occasion d'en parler, monsieur Pin, tout à l'heure. Il y a trop d'emplois qui ne trouvent pas, en fait. Il y a des places qui sont disponibles et des entrepreneurs qui ne trouvent pas les personnes formées par rapport à leurs besoins qui sont parfois même très urgents. Donc, en fait, la mobilité, la formation, qui dit formation dit aussi, en fait, un coût pour les personnes qui ont besoin d'être formées. Donc il y a un dispositif financier qui a été mis en place. Il y a aussi parfois la nécessité de déménager, de se déplacer. Et donc là, nous allons mettre en place un kit premier équipement. Donc la possibilité, lorsqu'on doit se déplacer quelque part, de ne pas être obligé de déménager toutes ses affaires, ou si c'est un jeune, en fait, de pouvoir s'installer. Donc un kit mobilité qui va être mis en place. Des outils innovants, performants. On parlait beaucoup de numérique tout à l'heure. Donc c'est important aussi que l'entrepreneur sache, parce que c'est difficile pour lui de trouver le bon interlocuteur. Donc en fait, sache qu'il y a un vivier de personnes bénéficiaires du RSA qui sont véritablement en besoin de trouver un emploi parce que pour elles c'est vital et elles ont absolument besoin qu'on les y aide et que donc en fait qu'il y a un vivier dans lequel les entrepreneurs sachent qu'ils pourront tout de suite trouver quelqu'un en insertion qui a eu la bonne formation et qui est vraiment mobilisé pour en fait travailler et puis également un site web. Enfin, Monsieur Mendy pourra aussi vous parler un site web effectivement qui va être lancé au printemps de 2018, en fait, donc c'est cette pépinière dans laquelle les entreprises pourront trouver des bénéficiaires du RSA qui sont en recherche d'emploi. Alors vous citiez Benjamin Mendy, on va lui donner la parole. Benjamin, vous êtes le coordinateur des référents de parcours à la délégation sociale et finalement vous incarnez en quelque sorte ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire cette nouvelle politique sociale du département. J'aimerais qu'on revienne sur votre fonction très concrètement. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Et puis ensuite, on reviendra sur les enjeux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors effectivement, j'incarne la nouvelle politique d'inclusion du département, mais je ne suis pas tout seul. Je vais d'abord présenter mon équipe, puisqu'on intervient principalement à 3. La première mission, c'est celle du référent emploi-entreprise, emploi-formation, pardon. Donc en la personne d'Evelyne Le Boulanger. Donc elle, dans sa mission, elle est chargée d'identifier les opportunités emploi-formation. Donc ça se traduit concrètement par la recherche de développement des clauses d'insertion dans les marchés publics pour pouvoir avoir des places, des heures réservées pour les bénéficiaires du RSA lorsque le département ou les communes passent des marchés avec les entreprises. Elle est aussi chargée d'effectuer le placement grâce à certains contrats CUI, notamment par exemple dans les collèges. Donc ces places sont réservées aux bénéficiaires du RSA, donc c'est elle qui effectue ces placements-là.
Elle est aussi chargée d'intervenir sur des actions spécifiques qu'on monte avec d'autres partenaires et notamment avec les entreprises. Donc ça, c'est le premier poste. Voilà, ensuite, vous avez aux côtés de vous quelqu'un qui s'occupe du pacte territorial pour l'insertion. Tout à fait. Donc c'est Monsieur Emmanuel Nouvel qui occupe ce poste-là. Lui, dans sa mission, il est chargé de fédérer les acteurs du monde économique, les acteurs de l'insertion, autour de problématiques repérées, afin d'apporter collectivement des solutions. Alors pour ma part, moi je suis coordinateur des référents du département. Donc je viens en appui des référents RSA du département. Je viens animer ce réseau de référents en leur apportant de la méthodologie d'accompagnement, en leur proposant des outils d'accompagnement. Je viens en appui pour leur apporter du développement de compétences. Ça se traduit par des formations de professionnalisation, par de l'information sur les dispositifs et de l'information également sur les métiers qui recrutent. Voilà. Je travaille en lien avec le référent emploi pour pouvoir rapprocher le monde économique des référents RSA. Je travaille également avec l'animateur du pacte territorial d'insertion pour venir lui faire remonter tous les points de blocage du dispositif. Alors, à nous trois, on peut nous considérer comme une sorte de boîte à outils. L'idée, c'est que pour chaque personne accompagnée, on essaie de cibler un emploi ou des emplois. Et l'idée, c'est que pour chaque référent, dans le cadre de cet accompagnement-là, lorsqu'il va y avoir à un moment donné un problème rencontré, que ce référent-là puisse venir solliciter la boîte à outils. Voilà. Alors le département, il se positionne comme garant de la synergie entre l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le dispositif, mais également comme garant du portage de certaines actions ciblées et permet une offre lisible aux entreprises jusqu'aux référents en passant par les bénéficiaires du RSA. Alors on peut peut-être donner un exemple concret d'une action qui est actuellement menée avec l'entreprise Erisay. Alors le point de départ, c'est effectivement un besoin récurrent de recrutement. Donc régulièrement, l'entreprise Erisay a du mal à pourvoir certains postes. Donc les acteurs se sont réunis autour de la table. Donc il y avait le Pôle emploi, la région, le département, bien entendu Erisay, le centre de formation à Val-de-Reuil. Et l'idée, c'était de trouver une solution pour qu'enfin Erisay puisse pourvoir ses postes. Alors, il a été monté cette action qui permet en fait de pouvoir pourvoir ses postes avec une opération sur plusieurs étapes. La première, c'était d'informer les publics, les référents de cette action-là. Donc, on a proposé à l'ensemble des demandeurs d'emploi un premier temps de réunion d'information, donc qui a réuni à peu près une centaine de personnes. La deuxième étape, c'était de permettre aux personnes intéressées de se positionner sur ce qu'on appelle des périodes de mise en situation en milieu professionnel, d'une durée d'1 semaine. Donc il y a eu la première semaine, la semaine dernière, donc il y a eu 22 personnes qui ont pu bénéficier de cette semaine de tests entre guillemets. Donc ils ont pu se confronter à la réalité des emplois. Donc ça va être la deuxième semaine et il y aura une troisième semaine la semaine prochaine. L'idée, c'est que d'un côté, les personnes puissent voir réellement ce qui est attendu sur les postes. Et de l'autre côté, pour Erisay, c'est aussi de repérer les motivations des candidats, entre guillemets, les futures bonnes personnes. Suite à ces périodes de mise en stage en milieu professionnel d'1 semaine, il va y avoir des temps de formation adaptés pour 15 personnes à partir de janvier 2018. Donc des formations adaptées d'une durée de 3 mois, si je ne dis pas de bêtises. Suite à ces temps de formation, Erisay pourra recruter les personnes pour les placer sur les différents postes. Voilà, donc ça peut être un exemple concret de la traduction de nos postes. De votre travail. Donc 3 personnes que vous considérez comme une boîte à outils au service des référents RSA. Là, à travers cet exemple, on voit évidemment quels sont vos objectifs, mais plus largement les enjeux et les objectifs de cette boîte à outils constituée de vous 3. Alors moi, je verrais 3 enjeux.
Le premier, c'est pour les bénéficiaires. C'est effectivement arriver à faciliter l'accès, ou en tout cas le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. Le deuxième enjeu, c'est arriver à anticiper et couvrir les besoins des entreprises. Je dirais même des employeurs, puisqu'on n'est pas forcément que sur des entreprises, on n'est pas forcément que sur le domaine privé, mais on est aussi sur le domaine public, donc j'emploierais plutôt le terme d'employeur, donc arriver à anticiper et couvrir leurs besoins de recrutement. Et le troisième, je pense que celui-là, si on y arrive, ça pourra répondre aux deux premiers enjeux, puisque l'idée, c'est vraiment que pour chaque personne accompagnée, on puisse identifier au bout un ou des emplois sur des métiers qui recrutent. Voilà. Donc ce sont pour moi les trois principaux enjeux. D'accord. Quand on a préparé cette séquence, vous m'avez dit, en fait, on travaille sur deux typologies de bénéficiaires. On va peut-être juste les requalifier et pour le coup terminer par se dire comment vous sentez, vous, votre rôle aujourd'hui vis-à-vis de ces gens-là. Alors, c'est vrai que moi, en dehors de mon travail, quand je dis que j'interviens dans le RSA, quand j'interviens pour le public du bénéficiaire du RSA, j'entends des fois des choses qui ne sont pas totalement vraies, puisqu'on me dit ce sont des feignants, ce sont des bons à rien, enfin voilà. Et moi, quand j'analyse cette typologie de public, je vois en réalité deux profils. Le premier, c'est des personnes qui, malheureusement, ont évolué depuis tout petit dans un environnement un peu défavorable. Donc ça se traduit par de l'échec scolaire, ça se traduit par pas ou en tout cas peu de repères familiaux. Donc ça, c'est la première typologie. La deuxième, c'est des personnes qui, à un moment donné, vont rencontrer un accident de parcours. Donc ça peut être je perds mon emploi, ou je rencontre un problème de santé, voire tout simplement je suis maman et je me retrouve toute seule, mon mari a quitté la maison et du coup j'ai un loyer qui est maintenant inadapté, je travaillais pas puisque j'étais mère au foyer et je me retrouve avec tout d'un coup toutes ces problématiques là. Donc il y a vraiment ces deux typologies de public. Et à un moment donné, ces personnes, elles ont la tête sous l'eau et donc elles ont besoin qu'on vienne les soutenir. Et donc ça, c'est vraiment notre rôle. On est vraiment là pour les accompagner, pour les aider et leur redonner confiance. Donc l'idée par rapport à l'emploi, c'est pas de leur dire qu'est-ce que vous voulez faire, c'est ça, allez-y, il y a un entretien de recrutement demain et ça va se boucler comme ça. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'une phase préparatoire. D'une phase où on va pouvoir leur proposer, comme pour l'action d'Érisée, une période de mise en situation au milieu professionnel, leur faire découvrir les métiers qu'ils recrutent, parce qu'il ne s'agit pas de dire il y a des postes qui sont libres, pourquoi les gens ils y vont pas. C'est difficile de se projeter sur un métier quand on ne le connaît pas. Donc l'idée, c'est vraiment pouvoir mettre en place et leur proposer ces temps d'immersion, de découverte des métiers en tension. Voilà, donc l'idée, leur redonner confiance et qu'ils soient opérationnels pour pouvoir retourner à l'emploi. Et justement, c'est ce qu'on va voir. Merci Benjamin pour ce témoignage. Arnaud Pin, vous êtes le président de Team Réseau, donc c'est une TPE qui travaille dans le PME d'ailleurs, même plus qu'une TPE, d'ailleurs, une PME qui travaille dans le domaine du BTP. On vient de voir quels étaient les nouveaux leviers que mettait en place le département pour rapprocher les entreprises et les bénéficiaires du RSA. Quel regard vous portez sur ces actions ? Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, effectivement, je préside une entreprise sur Évreux, une PME totalement indépendante, puisque j'en suis le seul actionnaire d'ailleurs, de 150 personnes, dont le siège est sur Évreux, avec plusieurs implantations locales sur certaines communes du département. Et effectivement, mon entreprise travaille en grande partie sur des marchés publics de collectivités. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat de quel marché, de où, parce que j'aimerais pas subir des questions qui pourraient me mettre en désavantage. Non, il n'y en aura pas. Donc voilà, donc je suis là effectivement pour témoigner sur un sujet qui me tient à cœur, puisque, en effet, depuis déjà un certain nombre d'années, dans nos marchés publics, on a des clauses d'insertion. Au final, on a un peu subi au démarrage, mais qui s'avère, dans plusieurs cas d'ailleurs que j'ai eu,
plutôt intéressant, puisque effectivement, M. Mendy disait qu'on pouvait avoir peut-être un mauvais œil sur certains types de populations, y compris les chefs d'entreprise d'ailleurs. Et au final, il s'est avéré que sur plusieurs clauses, mises en application de clauses dans mes marchés, j'ai été amené à recruter certaines personnes que j'ai eues, qui sont arrivées dans un schéma un peu compliqué et qui au final ont été recrutées par leur savoir-faire ou par leur capacité à apprendre. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai exemple important, je pense. Et puis effectivement, j'ai fait le choix stratégique de me lancer sur un métier, puisque le numérique est vraiment au cœur du fonctionnement des entreprises, sur le métier de la fibre optique, que je ne connaissais pas il y a encore 3 ans. Et je suis prestataire depuis 3 ans d'un syndicat que vous connaissez bien, qui est Heure Numérique. Et j'ai été attributaire en co-traitance, puisque je ne suis pas mandataire, n'ayant pas, on va dire, l'assise financière pour pouvoir répondre sur un marché comme ça en tant que PME locale. Je me suis groupé avec un gros groupe national pour répondre à ce marché pour lequel on a été attributaire de 2 lots. Sur ce marché-là, effectivement, depuis 3 ans, je me trouve en difficulté de recrutement, puisque je ne trouve pas les compétences nécessaires à déployer ce réseau dans le département. Et mon partenaire entreprise majeure nationale a les mêmes difficultés que moi, donc ce qui peut être étonnant. On peut se poser parfois aussi le rôle des fédérations, puisque je suis aussi dans la fédération du bâtiment et des travaux publics. Et on peut se dire pourquoi on n'a pas anticipé non plus la demande, mais bon, bref, on ne va pas se jeter la pierre. Le cas échéant, on est dans cette difficulté-là, et nous, on a cette volonté, et même la volonté d'investir pour former des personnes sur ces métiers. Exemple, aujourd'hui, j'ai 15 recrutements en cours sur les métiers de la fibre optique, et ça va du chauffeur poids lourd, en passant par le dessinateur sur informatique, en allant jusqu'au raccordeur fibre optique. Et effectivement, on a une vraie difficulté à trouver ces compétences parce qu'en fait, elles n'existent pas sur le marché. Il y a trop de demandes, tous les départements lancent leur déploiement en même temps. Et les demandes sont telles qu'on a des gens qui cherchent du travail en local, mais ils n'ont pas les compétences. Donc on est en train de réfléchir justement avec les services du département pour monter une formation spécifique, des formations qualifiantes, voilà, pour pouvoir subvenir à cette demande, parce qu'on est dans le besoin. Voilà. Et donc, quand j'entendais tout à l'heure, et là on va plus élargir sur le débat de l'entrepreneur, la gestion des ressources humaines, pour moi, qui dirige cette société, c'est quasiment 50% de mon temps. C'est énorme. On va dire cette activité ressources humaines et gestion de compétences pour une entreprise, c'est stratégique. C'est aussi stratégique que se développer sur la fibre optique, de maîtriser les compétences. Et donc à aujourd'hui, je dirais ce que vous expliquiez sur la plateforme commune, pour aller dire voilà, j'ai tel besoin que je ne trouve pas, et est-ce que tous les organes ou tous les moyens d'aller rechercher des profils. Aujourd'hui, je vous l'expliquais, c'était un peu une jungle pour nous. On a énormément de canaux. Et le fait de centraliser ça, je pense que ça peut énormément aider ceux qui recherchent des compétences à aller plus vite et à aller identifier, peut-être par des pré-filtres, identifier les personnes qui ont les capacités à aller se former sur telle ou telle compétence. Cette plateforme qu'évoquait Perrine Forzi tout à l'heure, qui est mise en place en 2018, ça répond à cette notion, cette demande de guichet unique, c'est ça, vous le voyez de cette manière-là, voir nos pas. Tout à fait. On a vu, alors, dans le BTP, nous on a eu le guichet unique pour les travaux qui s'est mis en place, et ça fonctionne très très bien. Et je pense que le fait de centraliser et de pouvoir éclater, on va dire, par des canaux différents, mais que nous, entrepreneurs au quotidien, on ne maîtrise pas forcément. On ne connaît pas tous les canaux identifiés, ou on les connaît, mais il y en a tellement que c'est tellement difficile à les cibler que je pense que le fait d'aller juste centraliser cette demande et pouvoir, par des expertises derrière, aller identifier où il faut aller emmener cette demande, devrait nous faire gagner à tous beaucoup de temps et surtout améliorer l'efficacité de ce système. Perrine Forzi. On aurait pu
On aurait pu faire en fait une table ronde élargie tout à l'heure, parce qu'on a parlé beaucoup du numérique. Alors en plus, Monsieur Pin en fait développe la fibre dont nous avons besoin pour que on puisse plus travailler avec le numérique. Et par contre, pour déployer ce réseau de fibre optique, Monsieur Pin a besoin de compétences. Et nous, en fait, il faut qu'on fasse gagner en compétences des personnes qui ont besoin absolument de travailler, mais dont les profils ne correspondent pas encore en fait aux besoins du marché entre guillemets. Mais cette notion de guichet unique, où on puisse à la fois en fait repérer les personnes qui sont dans la partie, qui bénéficient de l'action sociale aujourd'hui, il faut le rapprocher en fait du guichet unique qui a été mis en place par la région, le département et les intercommunalités. Donc tout ça, c'est en train de effectivement se mailler. Il y a beaucoup à faire, mais en tout cas le département en est vraiment complètement convaincu et dans la dynamique. Vous avez en fait là un slide qui résume un peu cette politique d'insertion qu'on appelle en fait aussi une politique d'inclusion. Donc pour résumer, parce que je pense que le temps tourne, donc en fait le travail sur la mobilité, la plateforme mobilité qui va être, le marché va être lancé prochainement. On a parlé de la formation des bénéficiaires, mais il y aura un volet important aussi qui va être fait par notre équipe RSA de formation des référents qui travaillent en fait dans les différentes structures d'accompagnement avec lesquelles nous conventionnons. La fameuse plateforme numérique avec la fibre qui s'installe notamment avec Team Réseau et Orange, l'accompagnement des bénéficiaires en général, plus particulièrement sur les jeunes, et donc je vous le disais aussi au niveau des parcours de santé. Et alors voilà, merci à Monsieur Pin de nous parler en fait de ces fameuses clauses sociales que nous mettons dans nos différents marchés, c'est-à-dire qu'en fait on impose aux entreprises qui travaillent pour le département, on leur impose en fait d'employer des personnes qui sont en insertion, de même en fait qu'on s'applique à nous-mêmes, vous le disiez tout à l'heure Monsieur Mendy, le département s'applique à lui-même ce qu'il en fait demande à ses partenaires, à savoir en fait dès que c'est possible, on le fait notamment beaucoup dans les collèges, c'est en fait d'employer des bénéficiaires du RSA pour les mettre en situation de travail. Et c'est une invitation que je vous fais à vous tous ici, responsables d'intercommunalités et des communes, c'est dans vos propres marchés de ne pas hésiter à mettre ces clauses d'insertion, parce que c'est tous ensemble qu'on pourra arriver en fait à ce que ces personnes qui ont besoin de travailler puissent le faire et trouvent leur place dans la société. Merci. Allez, on a le temps pour une ou deux questions sur ces sujets-là. Oui, madame. Relevez la main qu'on vous identifie bien et on vous apporte un micro et ensuite on prendra une deuxième question et puis ensuite on passera au sujet suivant. Oui, bonjour. Laurence Uzé de la commune de Fontaine-sous-Jouy. Alors, je ne sais pas si je suis à côté de la plaque ou pas. Concernant la mobilité, ma question concerne plutôt les jeunes, parce que vous parlez de mobilité, d'auto-école solidaire ou sociale, pour les personnes qui recherchent, un nouvel emploi, le retour à l'emploi. Donc pour nos jeunes dans les territoires ruraux, en fait, il s'agit plutôt d'aller vers l'emploi, le premier emploi. Et souvent, ils ne sont pas forcément tous qualifiés. On a des jeunes en situation dite d'échec scolaire. Et ces jeunes-là ont des difficultés pour aller passer leur permis de conduire. Donc, sans remettre en cause les aides qui étaient préalablement offertes par le département pour la conduite accompagnée, je vois que vous êtes plein d'idées. Donc, est-ce que vous avez pensé éventuellement à des idées, des formules qui délocaliseraient les auto-écoles vers les territoires ruraux, qui sont souvent à 15 km de la première auto-école? Donc, en fait, peut-être qu'on va pouvoir devancer le sujet, parce que je sais que on va parler mobilité dans quelques instants. Va tout à l'heure parler d'un dispositif, donc je lui laisserai, en fait c'est prévu juste après, j'imagine, parce qu'il y a un dispositif plus spécifiquement pour les jeunes sur l'acquisition d'un premier véhicule, donc on vous en parlera tout à l'heure. Après, par rapport effectivement à la distance, je vais peut-être
pas été suffisamment précise tout à l'heure. Dans l'appel à projet sur la question de la mobilité qu'on va lancer prochainement, il y a vraiment la notion d'équité territoriale. Effectivement, quand on habite loin d'un bourg-centre avec une auto-école sociale ou en fait un garage social, effectivement, la difficulté, c'est comment on va pouvoir s'y rendre. Donc l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible. Alors avec notamment dans cet appel à projet, il y a toute la notion de diagnostic mobilité, de pouvoir proposer aux personnes qui en ont besoin un entretien individualisé pour repérer quels sont les freins à la mobilité et voir comment, au cas par cas, on peut lever ces freins. Voilà, donc il y a tout un travail qui est entamé sur ce sujet. Vous voulez peut-être intervenir, Benjamin Mendy, oui, pour un complément. Oui, pour trouver une solution à la dame, puisque aujourd'hui, effectivement, on a plusieurs acteurs qui interviennent dans le département. Alors, malheureusement, ils n'interviennent pas partout. Et l'idée de la plateforme départementale 2018, c'est de lancer un appel à projet avec une structure qui va pouvoir mettre en œuvre ces services qui sont aujourd'hui que sur certains territoires, mais proposer ces services sur l'ensemble du département. Par rapport à vos jeunes qui sont dans votre commune, sachez qu'il existe de la mise à disposition de 2 roues. Donc ils peuvent avoir de la mise à disposition de 2 roues pour pouvoir se rendre éventuellement sur le centre qui dispense l'auto-école. Parce que effectivement, faudrait venir au plus près des publics, mais c'est pas simple de former un groupe. Je sais, j'ai pas retenu le nom de votre commune, à Fontaine-de-Bourg. Fontaine-sous-Jouy. Fontaine-sous-Jouy. Donc c'est pas simple pour les structures de venir intervenir à Fontaine-sous-Jouy pour 1 ou 2 personnes. Il faut vraiment qu'il y ait un groupe, qu'il y ait une salle, pour qu'on puisse, entre guillemets, délocaliser la formation. Mais en attendant, il est possible, si c'est adapté à cette personne-là, qu'elle puisse faire une demande de mise à disposition d'un véhicule 2 roues pour pouvoir se rendre au centre auto-école. Oui, je ne vais pas monopoliser la parole sur ce sujet, mais nous, petite commune, on essaie de donner une aide financière aux familles, enfin on fait des choses et on commence à réfléchir entre nous à des dispositifs et je suis prêt avec les autres élus de venir vous voir et voir comment on peut délocaliser parce que 15 km à vélo, quand ça monte, quand ça pleut, même électrique, c'est pas simple. Voilà, allez, rendez-vous est pris en tout cas, Benjamin Mendy. Attendez à vous à mettre ça sur votre agenda. Est-ce qu'on a une question encore sur ce sujet-là? Sinon, on passe au sujet suivant. Je n'ai pas vu si une main s'était levée. Oui, monsieur, voilà, on prend la 2. Oui, bonjour, Jean-Claude Lanos, maire de Chêne-Brun. Je voudrais témoigner sur le thème qui rejoint l'économique et le social, en réalité. Parce qu'on n'a pas évoqué une structure qui peut nous aider, enfin aider les maires des petites communes, qui est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et à ce propos, je voudrais vous indiquer que cette structure, pour un petit commerce, comme nous en avons un dans notre village, en réalité nous a aidés dans une démarche très participative avec les habitants à définir la reconversion d'un commerce qui avait été économiquement analysé par la Chambre des métiers et qui nous en a dissuadés d'ouvrir un espace multiservice avec une conciergerie de village. Donc ça me paraît quand même intéressant que la CRES, puisqu'il s'agit de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, ou l'adresse pour le département, soit associés, dans certains cas en tout cas, et sont d'une aide efficace pour élaborer un projet qui a une dimension sociale et sociétale et qui précisément inclut l'insertion de jeunes ou de moins jeunes au RSA dans la participation à cette structure qui économiquement devrait réouvrir là, au cours de l'année 2018. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vous avez, à mon avis, tout à fait raison. L'économie sociale et solidaire est un large pan de l'économie actuelle, notamment dans le domaine du social, du sanitaire et social. Et il ne faut surtout pas l'oublier. Et excusez-nous si on n'a pas fait référence. Oui, parce qu'en définitive, ça rejoint deux problématiques. Celle des petits producteurs locaux
des circuits courts que tout le monde aujourd'hui préconise et qui a un certain succès, et puis par ailleurs l'insertion de jeunes ou de moins jeunes dans cette économie qualifiée de sociale et solidaire. Et on est aussi totalement dans le domaine de l'innovation, en fait, avec ce genre de réflexion. Bien. Merci, monsieur, pour votre témoignage. Merci à tous les trois d'avoir échangé avec nous sur ce sujet de l'insertion. Merci beaucoup. Je propose de retourner en salle. Et j'en profite pour saluer l'arrivée de Sébastien Lecornu, monsieur le ministre.